Vie agricole vous est présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans. L'Institut Jean Garon est fier de collaborer à l'émission La Vie agricole. L'Institut Jean Garon pour des débats ouverts en agriculture au Québec. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet costaud, l'Union des producteurs agricoles, mieux connue sous le sigle de l'UPA. Bienvenue à La Vie agricole. Pour qui s'intéresse à l'agriculture, il n'est pas possible de ne pas avoir entendu parler de l'UPA. Pour certains, un épouvantail qui prend le contrôle de l'ensemble des débats, pour d'autres, une organisation efficace. Qu'en est-il vraiment? A-t-elle pris le contrôle du pouvoir et de l'argent? Aide-t-elle vraiment la relève? Et l'État dans tout cela? Où se situe-t-il? Nous en parlerons avec Roméo Bouchard, cofondateur de l'Union paysanne, et Yann Turmine, notre expert tout au long de cette série. Mais préalablement, Guy Duval, notre collaborateur, en entrevue avec Michel Saint-Pierre, ancien sous-ministre au ministère de l'Agriculture et coprésident de l'Institut Jean Garon. Michel Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, M. Duval. Vous avez évolué au niveau agricole. Votre carrière, d'ailleurs, est en agriculture pendant 40 ans. Vous avez occupé aussi des postes importants tels que la présidence de la financière agricole. Vous avez été sous-ministre. Et pendant votre mandat comme sous-ministre, vous avez initié le rapport sur l'avenir de l'agriculture. C'est la plus grosse commission qu'il y a eu les dernières années, en 2008. Et vous avez aussi fait le rapport Saint-Pierre, qui est votre rapport que vous avez fait vous-même. Avec votre expertise puis votre expérience, j'aimerais que vous nous faites un peu d'historique du syndicalisme agricole de presque les 100 dernières années. On peut dire que l'histoire se décline véritablement en deux temps. Il y a eu un temps qui s'appelait UCC. On l'oublie, là, parce que ça fait quand même 48 ans que c'était en 72 là, que le passage s'est fait. Mais l'UCC, c'était un mouvement. On ne parle pas de syndicat à ce moment-là, on ne parle pas de syndicalisme, on parlait d'un mouvement véritablement, comme il y avait des mouvements qui étaient sous beaucoup l'égide des curés, des paroisses. Donc, il y avait une structure très, très paroissiale et une action très locale également. Alors ça, c'était les premiers balbutiements. Et on a essayé d'organiser l'agriculture et c'était les mêmes personnes qui, en général, préconisaient, si on veut, ces mouvements plus avant-gardistes, ainsi que la coopération. Généralement, on retrouve les mêmes personnages localement à la tête des deux. Et une année charnière importante, c'est 72. L'année 72 marque une année extrêmement importante parce que c'est la loi sur les producteurs agricoles qui a permis d'avoir un seul syndicat représentant l'ensemble des producteurs du Québec. Cette loi-là prévoyait qu'une seule organisation serait mandatée et autorisée pour parler au nom du monde agricole. Donc, c'était 72 et à ce moment-là, le groupe a décidé de changer de nom, se donner un nouveau look et on a appelé ça l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Et à la même année également, c'est un peu plus laborieux, mais il y a eu l'adoption d'une partie de cette loi-là qui donne aussi le pouvoir de prélever une cotisation selon la formule REN qu'on connaît dans le domaine syndical. Donc, voilà, on avait un peu l'ensemble pour commencer à avoir une action beaucoup plus structurée. Et à partir de là, ça a été véritablement là, une escalade vers une puissance beaucoup plus grande, une représentation unique du monde agricole, la création d'organismes ou de fédérations de producteurs, les prélèvements d'une cote à peu près pour chaque produit agricole qui produit un prélèvement, et finalement une structure, une organisation devenue, vous le dire, assez riche. Quand vous parlez de sa force financière, ça vient de quoi, sa force? Les cotisations?
Ah, on a souvent pensé que c'était les cotisations, puis c'était le nombre de fermes qui pouvaient... Mais non, c'est le prélevé. Ce sont les fédérations qui sont, on peut dire, riches, entre guillemets, par les prélevés sur tout ce qui se produit. L'exemple, les grandes cultures, chaque tonne de maïs grain, soya, chaque porc mis en élevage, il y a une cote, un montant X qui est prélevé par unité. Et ça fait beaucoup de sommes, parce que si, par exemple, on parle d'une, je sais pas, une mise en marché de 7 millions de parts par année, grosso modo, au Québec, mais si on ne prélevait qu'un seul dollar par part, ça serait déjà 7 millions. C'est pas si mal. Je veux dire, quand ayant été sous-ministre, j'aurais aimé avoir ce pouvoir de taxation-là. Le ministère est beaucoup plus pauvre, soit dit en passant, que l'UPA. Puis lorsque vous parlez, parce que vous avez été l'initiateur de la Commission sur l'avenir de l'agriculture, la Commission Pronovo, en 2008, qu'est-ce qui en est venu de ce rapport-là? C'était quoi l'objectif de ce rapport-là? Puis ça en est résulté quoi, au juste? Bon, d'abord, il faut dire que ce rapport-là a été le fruit de 3 ans de travail, de consultation, de gens qui sont venus présenter des mémoires, faire des interventions. Il y a eu 720 mémoires qui ont été reçues de toutes sortes de gens dans le milieu agricole et qui proposaient, évidemment, pour un bon nombre, des changements dans ça et de l'élargissement et peut-être la fin du monopole pour certains. Alors, ces mémoires-là ont été ramenées dans un rapport qui, curieusement, on peut dire 12 ans plus tard, est encore particulièrement d'actualité. Si on regarde aussi le contexte de la pandémie, je suis étonné de voir à quel point on remet à l'avant-scène les idées proposées, les recommandations proposées. Après le rapport Pronovo, vous avez fait le rapport Saint-Pierre. Ça consistait à quoi, le rapport Saint-Pierre? Le rapport Saint-Pierre, rapport portait sur le soutien à l'agriculture et le fait que c'était ce qu'on appelle l'ASTRA, était une bonne idée, mais qui avait 40 ans. Et qu'en 40 ans, elle n'avait pas évolué et elle avait créé les effets pervers de tout programme qui est maintenu là et qui devient nature aussi, littéralement. Il devient partie intégrante de la ferme. On ne se soucie plus. Et le principal défaut que je soulignais de l'effet pervers, c'était le fait qu'on ne percevait pas les signaux du marché. Ici, on était plus en mode, on va être assuré quoi qu'on fasse, qu'en mode, on va faire ce que le marché demande. Alors, voilà, c'est un peu le résumé d'un rapport qui m'a pris une bonne année de travail et de réflexion et pour lequel je trouve encore qu'il y a de l'actualité. Monsieur Saint-Pierre, merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors, Yann Turmine, Roméo Bouchard, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission sur le thème l'UPA, un syndicat puissant. Yann Turmine, notre expert de la série et chroniqueur à la vie agricole. Roméo Bouchard, bien connu, cofondateur de l'Union paysanne et également auteur, puisque vous avez fait paraître l'an passé, en collaboration avec La Vie agricole et VLB Édition, et VLB Éditeur, l'UPA, un monopole qui a fait son temps. Donc, on vous sait présent dans plusieurs plateformes médiatiques. On est heureux de vous avoir avec nous. Bonjour, vous deux. Bonjour. Et Roméo Bouchard, peut-être en première question, j'aurais envie de vous poser, suite à la discussion que Guy Duval vient d'avoir avec Michel Saint-Pierre, où Michel Saint-Pierre nous mettait de l'avant l'historique de l'UPA depuis l'UCC. Mais on comprenait vers la fin de la discussion, en fait, que ce n'est pas tout le monde qui est en accord avec le monopole syndical. Et je vous demanderais quels sont les avantages du monopole et les inconvénients du monopole, selon vous. C'est sûr que beaucoup de gens trouvent beaucoup d'avantages au fait d'avoir un seul syndicat, à commencer bien sûr par l'association accréditée, l'UPA, mais aussi le gouvernement qui, comme l'avait dit un jour M. Philippe Couillard, trouvait ça bien pratique d'avoir affaire à seulement un interlocuteur. T'sais. Et les juges qui ont rendu des jugements sur des poursuites qui ont été faites à propos du monopole syndical et de la liberté d'association ont répété cette argumentation-là. C'est beaucoup plus
Ça permet aux agriculteurs d'être beaucoup plus forts comme défense, d'avoir une défense face à l'agriculture mondiale actuellement, beaucoup plus forte, etc. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le monopole syndical, c'est quelque chose de complexe, puis souvent qui est très mal compris, y compris à l'intérieur de l'UPA même, tu sais. Parce que c'est une loi en 72 qui a été faite avec beaucoup d'arrière-pensée. Et le ministre Toupin qui a donné à l'UPA cette loi-là, qui lui donne un monopole syndical, était lui-même un ancien dirigeant de l'UPA pendant plusieurs années en Abitibi, le ministre Toupin, sous le gouvernement Bourassa. Et ça a été donné à la demande de l'UPA pour quelque chose de bien précis. C'est que l'UPA voulait pouvoir contrôler, avoir un contrôle absolu sur les plans conjoints de mise en marché collectif. Mais pour ça, c'est une réussite jusqu'à un certain point. Si les agriculteurs, par le biais de leur organisation syndicale, ont un contrôle total sur les plans conjoints. Oui, tout à fait, parce que, évidemment, l'élément clé dans la défense des agriculteurs, c'est le revenu des agriculteurs. Les prélevés, ce dont parlait Michel Sabia, Est-ce qu'ils les sont prélevés, capables d'aller chercher des prix qui sont suffisants pour les faire vivre? oui, et les prélevés qui s'en vont à chaque fédération, c'est ça? Oui, bien ça vient... Ça fait vient. partie Ça vient avec. de l'arnaque, je dirais, qu'on a concoctée. En donnant le monopole syndical, on a permis à l'UPA d'avoir un contrôle absolu sur la gestion Mais est-ce qu'au final, l'UPA monopolistique devient plus, au fil du temps, un avantage ou un inconvénient pour les agriculteurs? Bien là, il faut prendre le temps de comprendre où ça amène. Tu sais. Le nœud de la question, c'est le contrôle des plans conjoints. Parce que ces plans conjoints-là permettent d'avoir le contrôle sur la vente de 8 milliards de produits agricoles par année avec un prélevé sur chaque produit qui est vendu. Et ce produit-là, maintenant que ce sont les fédérations de l'UPA qui ont remplacé les offices de producteurs et qui administrent chacun des plans conjoints, donc ces prélevés-là vont à la machine de l'UPA. Des prélevés sur 8 milliards, on s'entend que c'est beaucoup d'argent dans les coffres de l'État, dans les coffres de l'UPA et non pas de Tout l'État. à fait. Donc, ce qui s'est produit en donnant ce contrôle-là de l'UPA sur les plans conjoints, c'est qu'on en a fait une association extrêmement riche, extrêmement forte, et qui a pu étendre son pouvoir dans toutes les institutions gouvernementales qui gèrent l'agriculture, la financière agricole, l'ASRA, la CPTAQ, indirectement ou directement, de sorte qu'il n'y a plus aucun contrepoids à ce pouvoir-là et que le leadership du gouvernement, qui devrait toujours être là, parce que c'est le mandat de nourrir le Québec sainement et de façon suffisante, c'est le ministère de l'Agriculture qui l'a. Et le ministère de l'Agriculture n'arrive plus vraiment à l'exercer parce que, pour des raisons que les politiques, des partisans, très souvent, on ne peut pas s'engager dans un conflit avec un pouvoir aussi fort que celui qu'a acquis l'UPA. Donc, le désavantage, il est là. Il y a un facteur qui a aggravé beaucoup la situation, c'est l'ouverture vers le libre-échange dans les années 90. C'est que là, l'UPA, de pair avec le gouvernement, ont opté carrément pour orienter toute la machine, le régime agricole, pour l'habiliter à faire la lutte sur les marchés mondiaux. Donc, les agriculteurs ne sont pas des ouvriers d'une usine avec un patron puis une convention collective. Ce sont des entrepreneurs dans des secteurs multiples, très différents. Deuxièmement, le syndicat ouvrier, au moment où les ouvriers choisissent d'avoir un syndicat, ils ont le choix entre plusieurs syndicats, ce qui n'est pas le cas dans le domaine agricole. Troisièmement, à chaque fin de convention collective, donc aux 4 ans à peu près, ils ont le choix d'abandonner leur syndicat, ils ont le choix d'en choisir un autre. Or, la loi est faite de telle façon qu'on a pris ça, ce vêtement-là, cet habit-là ouvrier, on l'a ajusté sur les agriculteurs. Ça ne fit pas, ça déchire de partout, mais on a forcé les choses de sorte qu'aujourd'hui, la loi ne permet pas de reviser l'affaire.
Est-ce que c'est simplement parce que finalement l'UPA, ce serait plus comme un ordre? Moi, c'est toutes sortes de choses. C'est tout l'UPA. C'est un État dans l'État. C'est une religion. C'est un syndicat. C'est une mafia. C'est n'importe quoi, tu sais, parce que c'est un patron. Parce que c'est eux qui envoient le chèque de paye à tous les agriculteurs. C'est comme si ton chèque de paye proviendrait de la FTQ C'est comme ou de la si on enlevait tous les autres syndicats. Il y avait juste la CSN. Et la CSN contrôlait tellement tout qu'à un moment donné, c'est elle qui donnerait le chèque de paye. Ouais, De sorte que là, on dirait, ben oui, mais le patron, il fait quoi, là? Il a démissionné. Ben il a démissionné. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est ça, il n'y a plus de patron. Le libre-échange, les accords Canada-Europe, les accords avec les États-Unis, avec le Mexique, les traités internationaux dans le monde agricole, c'est un fait. En fait, depuis les 15-20 dernières années, on vit dans un monde globalisé et l'agriculture en fait partie. Puis, je voulais savoir si pour vous, la situation actuelle avec les traités internationaux permet justement, en fait, pour le consommateur d'avoir un choix multiple qui devient forcément intéressant, mais est-ce que ça permet aussi à notre agriculture au Québec et au Canada de se développer convenablement? Et est-ce que la relève, c'est-à-dire les jeunes agriculteurs, peuvent avoir un avenir à travers ce scénario qui se présente à eux? Ce virage-là des années 90 vers la conquête des marchés mondiaux continue à faire des ravages plus que jamais. Et d'une certaine façon, il enferme de plus en plus l'agriculture dominante dans une obligation de grossir, de s'intensifier, de s'intégrer. Donc, les intégrateurs sont de plus en plus omniprésents dans la plupart des productions. Et les entreprises sont de plus en plus grosses, donc moins nombreuses, concentrées dans le centre du Québec. Les régions perdent leurs entreprises. Alors, la relève, on en a de moins en moins besoin, d'une certaine façon. Ou c'est une relève quasiment de travailleurs mexicains qu'on a besoin, plus que de fermiers, tu sais. Alors, l'avenir pour la relève agricole, elle est difficile parce qu'il y a de moins en moins de places intéressantes en agriculture. Et pour les consommateurs, bien, c'est qu'ils sont prisonniers maintenant d'une alimentation qui vient de partout ailleurs, sauf de chez eux, la plupart du temps. Ce que dit Roméo, je partage ça. Même dans ce sujet-là, je pense que je suis même plus radical que Roméo. C'est rare, mais ça arrive. C'est surtout le fameux prétexte là, de la diversité que tu as mentionné, qui était, à mon sens, un faux prétexte. La mondialisation, les échanges commerciaux, au contraire, ça amène de l'uniformisation. Le porc, c'est tout le même porc. Le bœuf, c'est tout le même bœuf. C'est de l'uniformisation. Nos jeunes, au lieu d'en faire des entrepreneurs, et on a une classe de jeunes qui sont des entrepreneurs. Moi, j'en côtoie. Nos jeunes sont beaucoup plus entrepreneurs que leurs parents. Mais aujourd'hui, ce qu'on leur propose, c'est d'être des employés. Ça aurait dû être à l'envers. L'intégration, il aurait dû arriver il y a 50 ans. Là où c'est qu'on avait un paquet d'employés dans les shops qui auraient aimé ça avoir un employeur en agriculture. Là, on a une génération d'entrepreneurs. On coupe la créativité des jeunes en agriculture. Ben oui. Rajouter qu'on parle beaucoup actuellement d'un retour à plus d'autosuffisance alimentaire, se nourrir de nos propres produits en autant que c'est possible. Bien, le libre-échange, le modèle de libre-échange dans lequel on nous a enfermés actuellement et à laquelle l'UPA a vendu son âme, littéralement, rend extrêmement difficile le développement de l'autosuffisance. Mais pourtant, justement, puisqu'on parlait de l'UPA, syndicat puissant, puis on en a parlé depuis le début de l'émission, mais s'ils sont si puissants et s'il y a une perception que les agriculteurs veulent aller vers des nouveaux modèles, ils ont tous les moyens pour mettre en place les nouveaux modèles. Oui, mais c'est pas comme ça que fonctionnent les institutions qui ont beaucoup de pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu t'assois dessus, tu veux le garder. Je pense que la preuve que la résistance de l'institution demeure très forte, malgré tout ce qu'on dit, c'est que le rapport Pronovo a été très clair là-dessus. Il faut briser ce monopole-là si on veut diversifier notre agriculture, la rendre plus autonome localement dans les régions, etc.
Or, depuis 2008, donc bientôt 15 ans, le rapport, on n'a pas le droit d'en parler à l'UPA. Tu sais. Ça veut dire qu'il y a un cadenas quand même très, très sérieux sur la remise en question du modèle dominant. On en reparlera dans d'autres épisodes, mais il y a de l'espoir. On a un ministre actuellement de l'Agriculture au Québec qui, lui, en parle du rapport. Il en parle. Michel Saint-Pierre, merci de nous rejoindre sur notre plateau jardin. On t'a entendu tout à l'heure en entrevue avec Guy Duval, où tu as évoqué l'historique de l'UPA depuis l'UCC, où tu as exposé ta vision des dernières années de l'UPA et du portrait actuel de l'UPA. Mais il y a une chose qui nous a marqué dans ce que tu as dit à Guy Duval et qui a été un peu repris dans les échanges avec Yann Turmine et Roméo Bouchard, où tu semblais parler du désengagement de l'État. En fait, on aimerait comprendre, à titre de sous-ministre, comment tu as vécu ce désengagement de l'État et puis est-il réel ce désengagement de l'État? Oui. J'aurais dû dire à ce moment-là que j'étais jaloux quand j'étais sous-ministre des moyens que l'UPA avait par rapport aux moyens que j'avais. Les moyens financiers. Aux moyens financiers, bien sûr, parce que non, c'est l'ère de la guerre. Le ministère a littéralement quitté les campagnes. C'est un ministère de terrain. C'est le plus vieux ministère du gouvernement du Québec. C'était à la colonisation, bien sûr, mais c'était le plus vieux ministère qui a littéralement, au cours des 25 dernières années, disons, là, amorcé un retrait de la campagne et, à l'occasion de coupures budgétaires, qui étaient souvent l'élément déclencheur, on a confié des programmes, des moyens aussi, à des groupes conseils en technique, groupes conseils en agro-environnement. Et évidemment, il y avait un demandeur pour le faire. C'était l'Union des producteurs agricoles qui disait, on va le faire, donnez-nous ça, on va le faire. Et le ministère disait, c'est une belle occasion, étant donné que nos moyens nous sont coupés de toute façon, alors on le fait. Alors, finalement, il y a eu un désengagement, il faut le dire, pour ne laisser que des programmes de soutien financier. Alors, voilà, c'est arrivé. Alors, quand je suis arrivé au ministère, c'est véritablement le portrait que j'ai eu, pas très édifiant. Et ce portrait-là m'a amené, après réflexion, à dire comment on refait l'exercice. Et c'est là que l'idée de la Commission sur l'avenir de l'agriculture est née et que j'ai proposé. En 2008, effectivement. Et Roméo Bouchard, en fait, quand Michel Saint-Pierre nous parle, à l'époque déjà où il était sous-ministre, de la jalouserie qu'il pouvait avoir de l'argent des coffres de l'UPA, vous partiez en 2000 l'Union paysanne, il y a 20 ans, vous étiez cofondateur de l'Union paysanne. Est-ce que vous aviez déjà la même lecture de cet État désengagé? Oui, tout à fait. La lecture qu'a fait l'Union paysanne, elle était très rigoureuse, très solide. On la retrouve dans le rapport Pronovo, je la retrouve dans les propos de M. Saint-Pierre. Ce discours-là, il est partout, sauf à l'UPA. Et le désengagement de l'État dont parle M. Saint-Pierre, il a été général depuis 30 ans. Là, c'est une tendance générale, les États se désengagent. Ensuite, ce que moi j'ai observé, parce que j'ai eu à négocier avec une dizaine de ministres de l'Agriculture depuis l'an 2000. Moi aussi. C'est que... Vous avez des points communs, en fait. Le ministère de l'Agriculture, c'est généralement un parent pauvre dans le gouvernement. Il y a juste, moi, le seul ministre que j'ai connu qui avait l'oreille du premier ministre Charest à l'époque, c'est Béchard. Claude Béchard, oui. Quand un ministre de l'Agriculture n'a pas l'oreille du conseil du premier ministre, il a beau parler tant qu'il voudra, là, il ne se passera rien. J'ajouterais relire bien attentivement le rapport sur l'avenir de l'agriculture. Il était fait pour ça. On s'était donné, c'est un exercice qui avait eu lieu 40 ans plus tôt et qui avait donné naissance au programme qui avait bien joué leur rôle, les assurances récolte et stabilisation. Là, vous faites référence au rapport Pronovo. Oui, je disais sur la commission. qu'il y en avait eu un 40 ans plus tôt qui avait donné naissance à ça. Et Pronovo dit maintenant, on refait l'exercice. Mais première chose que le gouvernement doit faire maintenant, c'est le relire attentivement, d'une part, et aussi refaire un peu les devoirs de reconnexion avec chacun des secteurs, avec le milieu agricole et les régions également, parce que les secteurs, c'est une chose, les régions, c'en est une autre,
et puis se donner une vision de développement, la vendre, la proposer, la rendre séduisante. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on entraîne une organisation, qu'elle soit de toute nature, vers des performances. Le rapport Pronovo, pour moi, ça demeure un bijou, un chef-d'œuvre de rapport opérationnel, modéré, équilibré, intelligent et qui n'a pas perdu 2 mots de son actualité. Actuellement, on sait que l'Institut Jean Garon, dont Michel Saint-Pierre est coprésident, a remis à quelques reprises le rapport Pronovo sur la table, que le ministre de l'Agriculture actuellement en parle. Est-ce que l'un et l'autre, en mot de conclusion, est-ce que ça vous donne un espoir qu'on s'en va vers un début de changement? Disons qu'après 40 ans que je me bats, puis où les résultats sont minces, je suis plutôt modeste sur l'espoir, là. Mais disons que quand j'ai entendu même Groslot dire « Est-ce qu'on est allé trop loin? » Marcel Groslot, qui est le président de l'UPA. Je trouve que c'est la formule sur laquelle il faut taper. Oui, on est allé trop loin. Beaucoup trop loin. Merci, messieurs. Merci. On l'a vu, il est difficile de dresser un portrait de l'UPA sans nuance. Mais il faut le reconnaître, elle est aussi l'organisation qui a permis à l'agriculture de se retrouver là où elle est aujourd'hui. Reste à savoir si l'UPA saura répondre aux défis de la relève et de l'avenir. Merci et au plaisir. La vie agricole vous a été présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans. L'Institut Jean Garon est fier de collaborer à l'émission La vie agricole. L'Institut Jean Garon pour des débats ouverts en agriculture au Québec.